Alors la question des conséquences de la séparation des Églises et de l'État sur la politique des recrutements au Collège de France, sur les enseignements, sur les rapports de force entre les professeurs, c'est une question assurément fondamentale pour qui veut comprendre la façon dont la religion a été traitée dans le haut enseignement public avant 1914. Cependant, l'idée de séparation a été discutée ou préparée tout au long du XIXe siècle et dans le domaine de l'enseignement, on peut considérer qu'elle commença bien avant 1905, par exemple avec la suppression en 1885 du budget qui permettait de financer, dans le cadre du régime concordataire, les facultés de théologie catholique. Je vais donc proposer un panorama assez large, même si je vais me concentrer sur les années autour de la séparation, mais je vais proposer un panorama assez large, en gros, depuis les débuts de la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est un parcours qui m'amènera, avant de proposer quelques considérations générales, à traiter plus ou moins longuement diverses élections, mais aussi des créations de chaires, voire dans un cas, un projet de création qui n'a pas abouti. Pour commencer, je voudrais mentionner, sans développer ce dossier, l'élection, assez peu connue je crois, du marquis Léon d'Hervey de Saint-Denis, en remplacement de Stanislas Julien, on est en 1874, sur la chaire dont il a été question ce matin, de langue et littérature chinoise et tartare mandchou. Il s'agit d'une sombre histoire, puisqu'à l'issue de l'élection, un candidat malheureux, qui n'avait obtenu qu'une seule voix, Paul Perny, fit paraître un pamphlet anonyme dans lequel, avec en couverture, c'est une honte pour le Collège de France, donc un pamphlet anonyme dans lequel il accusait l'élu de plagiat et d'incompétence. Or, ce Paul Perny était un prêtre, membre de la Société des missions étrangères de Paris. Il ne se caractérisait certainement pas par son libéralisme. Il avait publié en 1871 des souvenirs d'emprisonnement sous la Commune, avec une préface tout simplement de Louis Veuillot. Son dossier scientifique était assez maigre, mais on est tout de même en droit de penser que sa qualité d'ecclésiastique et de missionnaire ne joua guère en sa faveur et contribue à expliquer qu'il n'ait recueilli qu'une voix. Et de fait, et c'est à ce point que je veux en venir, de fait, si je ne m'abuse, depuis la Révolution, aucun prêtre n'a enseigné au Collège de France jusqu'à 1874, et même on y reviendra jusqu'à 1914. Il existait donc assurément une grande méfiance envers ce qu'on peut appeler, et certains l'appelaient ainsi, la science catholique, implicitement conviée à rester dans l'Église et à ne pas s'immiscer dans la plus prestigieuse des institutions scientifiques publiques et d'enseignement, scientifique et d'enseignement. 5 ans après l'élection d'Hervé de Saint-Denis, donc nous voilà en 1879, la question religieuse prend une toute autre importance, avec ce qui constitue sans doute la première étape d'une série de nominations ou d'élections polémiques avant la Première Guerre mondiale. Il s'agissait désormais de créer une chaire d'histoire des religions, nouveauté absolue en France. Cette décision ministérielle, bientôt suivie des faits, a fait l'objet de plusieurs études, et je ne vais donc m'y arrêter que brièvement, avant de me concentrer sur les années proches de 1905. L'idée de cette chaire était, semble-t-il, venue de Jules Souris, un élève de Renan qui avait aussi fait des études de médecine et qui professait alors une hostilité foncière aux religions en général et au christianisme en particulier. Souris avait ainsi écrit en 1878 un « Jésus et les évangiles » qui avait fait grand scandale. En 1879, Gambetta, secondé par Paul Bert, décida de créer une chaire au Collège de France pour ce savant, insuffisamment reconnu selon lui, dont certains articles publiés dans la République française avaient retenu son attention. Et puisqu'il s'agissait d'une création de poste, il convenait de nommer et non d'élire le nouveau professeur. L'affaire fit grand bruit, l'opposition cléricale y voyant, non sans fondement, il faut le reconnaître, une tentative pour diluer le catholicisme dans les autres religions. La création de cette chaire était par ailleurs exactement contemporaine de l'expulsion des congrégations religieuses. Jules Ferry, devenu président du Conseil en septembre 1880, privilégia cependant une certaine modération en ne choisissant pas Souris, trop marqué par son intolérance et par sa réputation d'homme de scandale, mais en choisissant Albert Réville, un pasteur protestant, libéral, fort ami de Renan, et un homme qui devait aussi assumer, depuis sa fondation en 1886 jusqu'à sa mort en 1906, la charge de président de la 5e section de l'EPHE, la section des sciences religieuses. Son fils, Jean Réville, également pasteur, lui succéda à peu près partout, à l'EPHE, au Collège de France. Or, dans un souci de bien marquer la neutralité de leur enseignement,
les deux hommes renoncèrent à exercer leur ministère pastoral. Ils étaient tous les deux pasteurs, le fils aussi. Donc ils renoncèrent à exercer leur ministère à partir du moment où ils enseignèrent au Collège de France. La chaire d'histoire des religions fut ensuite occupée par Alfred Loisy, sur lequel je serai obligé de revenir, puis par Jean Barusy et Henri-Charles Puech. Éminemment sensible, cet enseignement ne fut donc jamais assuré par un historien vrai, que je pourrais qualifier de vraiment catholique, entre guillemets bien sûr, avant Puech, en 1952. Barusy, disant de lui-même « Je ne me reconnais pas le droit de me dire catholique », sans me déclarer pourtant totalement étranger à l'Église. Puech lui-même, s'il se disait biologiquement catholique, était, comme chacun sait, le grand spécialiste du gnosticisme. De façon plus générale, entre la Révolution et la Première Guerre mondiale, il était donc possible à un pasteur de devenir professeur au Collège de France et de parler de religion, mais pas à un prêtre catholique. Avant d'en venir à l'époque de la séparation des Églises et de l'État, il me faut encore dire quelques mots, je crois, de la chaire de philosophie sociale, chaire qui fut créée en 1897 au profit de Jean Isoulet, un philosophe infiniment moins célèbre que son adversaire malheureux, c'est-à-dire Durkheim. Deux éléments méritent ici, je crois, de retenir notre attention. D'une part, l'État choisit alors le représentant d'une laïcité républicaine qui n'était pas exempte de sentiments religieux. Isoulet prônant dès cette époque, et plus encore par la suite, une sorte de syncrétisme républicain qu'il proposait comme devant être la religion de l'avenir. D'autre part, il s'agit là du premier acte de l'affrontement entre durkheimiens et anti-durkheimiens, dont il va être pas mal question, je pense, demain. Or, si cet affrontement ne mettait pas aux prises directement cléricaux et anticléricaux, il n'était pas dénué pour autant d'une certaine dimension religieuse. Je l'ai déjà dit, Isoulet prétendra ainsi en 1928 défendre ce qu'il appelait une sociologie fille du décalogue, une sociologie de salut face à la sociologie athée de Durkheim. Alors, étape suivante, la question de l'enseignement du fait, étape au pluriel, la question de l'enseignement du fait religieux, ou plus généralement de l'enseignement de la science par des religieux, ressurgit à plusieurs reprises au Collège de France lors d'une séquence de 6 ans qui va de 1904 à 1909 et qui est marquée, bien évidemment, d'abord par la loi d'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses, le 7 juillet 1904, puis bien entendu par la loi de séparation des Églises et de l'État, le 9 décembre 1905. Le climat était alors à l'affrontement, et l'on connaît ce mot, non pas théologique, mais téléologique, de Louis Havet à propos de Brunetière. Je renvoie bien sûr aux travaux d'Antoine Compagnon. Ce mot de Louis Havet à propos de Brunetière, lors de l'élection à la chaire de langue et littérature française en mars 1904, avait dit ceci: « Le collège a été créé pour défendre à l'avance l'esprit de Richard Simon contre l'esprit de Bossuet. » En 1905, les professeurs du Collège de France furent appelés à se prononcer sur la succession de Jules Aubert, qui détenait depuis plus de 30 ans la chaire d'assyriologie. 5 candidats se déclarèrent, 2 se détachèrent, Charles Fosset et Vincent Schell. Or, ce dernier, Schell, qui venait en quelques mois de déchiffrer et de publier le Code d'Hammurabi, était prêtre et dominicain. Toute cette affaire a été étudiée récemment par Dominique Charpin, qui doit être encore là et que je remercie pour m'avoir communiqué un travail récent. Dominique Charpin, actuel titulaire de la chaire d'assyriologie. On peut ainsi comprendre assez précisément, même très précisément, ce qui s'est alors passé. À l'issue de l'Assemblée du 17 décembre 1905, Schell fut présenté en première ligne et Charles Fosset en deuxième ligne. Un rapport sur lequel je reviendrai un petit peu, un rapport de Gaston Maspero, favorable à Schell, ayant de toute évidence joué un rôle fort important dans le vote. Bien entendu, cette élection, je passe sur ce qu'a fait l'Académie d'inscription à belles-lettres, cette élection devait ensuite être confirmée par le ministère, qui avait déjà montré récemment qu'il pouvait aller contre les vœux de l'Assemblée des professeurs. Or, l'élection de Schell suscita immédiatement de fortes protestations, au motif évidemment qu'il s'agissait d'un ecclésiastique. Dominique Charpin a publié récemment donc une lettre de Paul Painlevé, le mathématicien, à Anatole France, dans laquelle Painlevé s'indignait, je cite, que l'on put confier une chaire de libre critique scientifique intéressant l'exégèse biblique à un dominicain qui ne peut publier une ligne sans l'imprimatur de ses supérieurs. Le 30 décembre, parut dans l'Aurore un article de Clémenceau au titre évocateur, « Saint-Dominique au Collège de France ». Le ton était particulièrement virulent.
On pouvait par exemple lire « Là où il fallait apparemment un assyriologue, ils ont préféré choisir un dominicain », ce qui était une méchanceté méprisant totalement la réalité. Il vaut aussi la peine de citer la conclusion de Clémenceau dans cet article, car elle est parfaitement représentative d'une certaine conception de la laïcité et de l'enseignement supérieur public, fermée par définition aux ecclésiastiques. Voici ce qu'écrivait Clémenceau. « Si le dominicain l'emportait sur ses concurrents laïcs, il serait donc acquis que l'établissement fondé par François Ier pour lutter contre la Sorbonne cléricale du XVIe siècle et défendre la libre critique contre l'esprit dogmatique s'est adjoint un disciple du fondateur de l'Inquisition. » Alors, dans tout son article, Clémenceau est quand même remarquablement informé, et je pense qu'il a été directement informé, sans doute par quelqu'un du Collège de France, et je fais l'hypothèse que je ne peux pas développer ici, mais je fais quand même l'hypothèse que c'est Louis Havet, et quand on rapproche la phrase que je viens de lire de la phrase de Louis Havet à propos de Brunetière, on a quand même le sentiment, il y a une correspondance que je n'ai pas encore pu explorer, mais il y a une correspondance entre Louis Havet et Clémenceau, hein, et ça remonte bien sûr en particulier à l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc, je soupçonne quand même Louis Havet d'être aussi un peu derrière cet article. On connaît en tout cas la fin de l'histoire. Bienvenu Martin, qui était le ministre de l'Instruction publique, nomma Fosset. Schell devint par la suite directeur d'études à part entière à la 4e section de l'EPHE, où il enseignait déjà, et il fut élu en 1908 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Le contexte des années 1904-1905 fut évidemment déterminant dans l'élection avortée de Schell. Maspero était bien conscient du problème que pouvait poser la condition ecclésiastique de son candidat. En effet, dans son rapport, après avoir longuement résumé la carrière et les publications de Schell, il terminait par quelques considérations qui nous intéressent beaucoup. La candidature de Schell, écrit-il, pose un problème délicat, car, ajoute-t-il, certains de nos confrères se sont demandé jusqu'à quel point sa qualité de prêtre lui laisse la liberté d'esprit nécessaire pour traiter toutes les questions qu'il peut rencontrer au cours de ses recherches. Or, et là je reprends la parole, pour Maspero, la légitimité d'une candidature ecclésiastique au Collège de France était subordonnée à la nature de la matière à traiter. Je redonne la parole à Maspero. S'il s'agissait d'une chaire d'exégèse biblique ou d'histoire du christianisme, je n'aurais pas à soutenir sa candidature et lui-même n'aurait pas songé à la poser. Mais il s'agit d'assyriologie, c'est-à-dire d'une science qui ne touche que par de petits côtés aux matières débattables du judaïsme et du christianisme. Alors je vous passe la liste des thèmes débattables, je passe la liste des thèmes, des petits côtés dont parle Maspero, mais les petits côtés qui peuvent être concernés, c'est entre autres la création et le déluge. En tout cas, je redonne à nouveau la parole à Maspero. Tous ces sujets ont été traités dans les derniers temps par les exégètes catholiques avec une liberté égale à celle des exégètes protestants. Et je renvoie à ceux de nos confrères qui pourraient en douter, aux conférences du père Lagrange, l'école biblique de Jérusalem, on en a parlé ce matin, dominicain comme l'était le père Schell. C'est lui qui réclame pour les exégètes catholiques le droit de dire qu'il y a des mythes dans la Bible et qui, sur un terrain bien autrement brûlant que la syriologie, n'a pas hésité à reconnaître leur place dans l'histoire traditionnelle du peuple hébreu. Nous n'avons pas à craindre que le père Schell, et puis le rapport est inachevé, enfin pas inachevé, mais il est tronqué, et je n'ai pas eu accès. Alors je ne sais pas si c'est un problème de salamandre ou si c'est ainsi dans les archives, mais il manque la dernière page. Mais enfin, on devine, on n'a pas à craindre que le père Schell introduise ses convictions religieuses dans son enseignement. Ces quelques lignes nous apprennent beaucoup. Ainsi, l'opposition à une candidature jugée irrecevable car cléricale existait aussi au sein des professeurs du Collège de France. C'est par exemple la phrase « Certains de nos confrères se sont demandé ». On sait très bien, par exemple, qu'un Louis Havet, dont j'ai parlé déjà et dont je vais reparler encore, qu'un Louis Havet était tout à fait hostile à la candidature de Schell, et Dominique Charpin a republié récemment une interview qu'il a donnée dans la presse et où il explique son opposition, lui-même en opposition à Gabriel Monod. Dans le même ordre d'idées, je voudrais faire ici mention d'un document présent dans les archives du Collège de France, document passionnant mais difficile à exploiter, faute de précision sur son statut exact. Il s'agit d'un court, et aussi sur son ou ses auteurs. Il s'agit d'un court texte dactylographié qui donne les titres d'un proposé numéro 1 et d'un proposé numéro 2, soit Schell et Fosset. C'est donc un document qui est postérieur au vote, qui a retenu les deux hommes en première et deuxième ligne.
La présentation de Schell est aussi brève que pernicieuse. Celle de Fosset est longue et élogieuse. Et la lettre se termine ainsi, et il faut faire attention au premier mot, la lettre se termine ainsi, mais elle n'est pas signée. Les Républicains seraient heureux que le choix de Monsieur le ministre de l'Instruction publique se portât sur Monsieur Charles Fosset. Alors, qui étaient ces Républicains qui rédigèrent donc ce texte venimeux, excluant par principe l'enseignement d'un prêtre qui était présenté comme sans rapport avec l'enseignement public, alors qu'il professait déjà à l'école pratique des hautes études. La précision avec laquelle les titres et les publications de Fosset sont énoncés donne à penser que l'auteur ou les auteurs connaissaient bien le dossier de celui-ci. Je suis pas formel, je suis tenté donc de voir là le brouillon d'une lettre envoyée au ministre, ou qu'il était prévu d'envoyer au ministre, je ne sais pas, par certains professeurs du Collège de France défavorables à Schell juste après son élection. Mais Dominique Charpin a peut-être d'autres indications sur ce texte, à ce moment-là, il me le dira dans quelques instants. Je retiens tout de même que si le choix des professeurs du collège fut refusé par le ministre, ce fut sans doute avec l'assentiment d'un certain nombre d'entre eux. Doit-on alors opposer d'un côté les professeurs défenseurs d'une idée laïque de l'enseignement au collège, et de l'autre, entraînés par Maspero, ceux qui n'auraient pas hésité à confondre les intérêts de l'Église et ceux de l'État? La réponse est clairement négative. Maspero lui-même était indéniablement républicain, et l'on vient de voir qu'il refusait l'idée d'un prêtre enseignant l'histoire du christianisme au Collège de France. Mais Maspero était aussi le représentant d'un état d'esprit qui privilégiait avant tout la recherche scientifique de la vérité, on est là dans du Renan bien sûr, et qui reconnaissait à certains ecclésiastiques éclairés un rôle dans cette quête. Pour illustrer la permanence à cette époque d'un idéal qui plaçait les progrès de la science au-dessus des différences politiques et religieuses, je voudrais citer brièvement un texte assez remarquable du même Maspero sur son entrée 40 ans auparavant, sur son entrée comme répétiteur à l'école pratique des hautes études. C'est le tout jeune Maspero qui doit avoir 25 ou 26 ans à ce moment-là. Selon Maspero, cette entrée à l'EPHE avait été rendue possible grâce à l'indéfectible soutien de son maître, Emmanuel de Rouget, comme lui plus tard, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'EPHE. Comme Maspero lui faisait remarquer qu'il avait des opinions politiques et religieuses diamétralement opposées aux siennes, Emmanuel de Rouget, c'est un partisan de Napoléon III, sénateur sous Napoléon III et fervent catholique. Maspero, c'est le contraire. Comme Maspero donc lui faisait remarquer cela, de Rouget lui avait répondu « Ceci est mon affaire, et si après que j'ai votre promesse, on touche à ces questions, j'irai, en cas de besoin, vous défendre auprès de l'archevêque de Paris. » Je change d'affaire. Le 16 décembre 1906, à la suite de la mort d'Albert Réville, les professeurs sont appelés à se prononcer sur le maintien ou la transformation de la chaire d'histoire des religions. Ils votent pour le maintien. Il y a donc alors un consensus pour un enseignement d'histoire des religions qui réunit momentanément catholiques, durkheimiens et ceux que j'appelle, et que je vais un peu détailler dans un instant, positivistes. Lors de l'Assemblée du 17 février 1907, on procède au vote. On peut alors distinguer 3 tendances parmi les candidats. Une orientation catholique avec Georges Foucard, égyptologue, appuyé par son père, Paul, helléniste et professeur au Collège de France. Deuxième tendance, les durkheimiens, qui font de la sociologie plus que de l'histoire des religions, avec Mauss, qui est candidat, c'est sa première candidature. Enfin, les historiens plus ou moins positivistes du religieux, qui dominent la revue de l'histoire de religion, avec Maurice Verne et les Réville, le père d'abord et maintenant le fils Jean, puisque le père vient de mourir. Réville est élu en première ligne et Mauss en seconde ligne. À la différence de ce qui s'était passé en 1880, cette élection ne semble pas avoir produit de remous particulier. L'histoire des religions était donc désormais bien installée au Collège de France, en même temps qu'à la 5e section de l'EPHE. Marcel Mauss ne s'était pas présenté pour la première ligne, afin de ne pas entrer directement en concurrence avec le fils de celui qui avait été son président dans la dite section. Cependant, et le cependant évidemment est important, derrière ces bonnes manières, il y a déjà un affrontement feutré entre 2 conceptions de la religion, affrontement qui apparaîtra plus clairement lors de l'élection de Loisy 2 ans plus tard. Cette différence de fond oppose en gros ceux qui entendent diluer la religion dans la société, côté Mauss bien sûr, et ceux qui prétendent lui conserver une part d'irréductibilité, ce
côté Réville au pluriel, bien sûr. Elle invite à nuancer l'idée, et ça c'est un point que je crois important, elle invite à nuancer l'idée que la plus ou moins grande proximité avec l'Église catholique serait, dans le contexte de la séparation, l'unique ou même le principal motif de dissension entre les professeurs du collège. Patrick Cabanel a d'ailleurs relevé comment, dans ses premières leçons, publiées à titre posthume en 1909, Jean Réville s'attaqua presque frontalement à la sociologie des religions, non d'ailleurs sans quelques arrière-pensées politiques. Il écrit par exemple, il dit et il publie ensuite par exemple cette phrase: « Le socialisme habitue les hommes à la subordination complète de l'individu à la société », comme la sociologie bien sûr. L'attachement à l'individu et non seulement aux grands ensembles explique l'intérêt pour la psychologie que l'on retrouve chez plusieurs savants de la 5e section de l'EPHE à cette époque, tels que Léon Marillier ou Paul Alfandéry. Et je fais une parenthèse, Paul Alfandéry qui a écrit à propos d'Astruc. Je le dis parce qu'évidemment c'est un point qui rentre en consonance avec ce qu'on a dit, ce qui a été dit par M. Remer ce matin. Il convient donc de présenter ici la tentative de créer vers 1906-1907 une chaire de psychologie religieuse au Collège de France. Cette affaire est très mal connue et elle n'apparaît pas dans les registres d'assemblée, ce qui est normal puisque le budget nécessaire à la création de cette chaire ne fut finalement pas voté. Toute l'entreprise avait été pensée pour Raoul Allier, bien oublié aujourd'hui, ou largement oublié en tout cas, un professeur de théologie de la faculté protestante de Paris. Philosophe, ami de Péguy, lié à la Société des missions évangéliques, Dreyfusard, Allier s'était engagé fermement pour la séparation des églises et de l'État, et il avait influencé Aristide Briand dans le sens du libéralisme. C'est un profil, en définitive, très proche de celui des Réville et de leurs amis. L'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui de cette tentative de création se trouve dans la biographie qui lui a été consacrée en 1948. Selon l'auteur de cette biographie, le sociologue, mais un sociologue qui s'était brouillé avec les Durkheimiens, selon donc Gaston Richard, l'idée de cette chaire était venue de Louis Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, et de Charles Baillet, directeur de l'enseignement supérieur. Deux grandes figures de cette époque. Elle aurait été une conséquence de la séparation des églises et de l'État. En effet, à partir de la fin de l'année 1905 et avec la fin du régime concordataire, la faculté de théologie protestante quitte l'université de Paris. Liard aurait alors essayé de faire passer plusieurs de ses professeurs dans l'université de Paris, afin de conserver ainsi une petite partie bien choisie de ces théologiens protestants dans l'enseignement supérieur public. Alphonse Hollard, radical socialiste, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme et titulaire en Sorbonne depuis 1885 de la chaire d'histoire de la Révolution française, publia alors dans l'Aurore un article intitulé « La Sorbonne huguenote » pour dénoncer cette manœuvre. Il donne la liste des enseignements souhaités, mais il ne donne que 2 noms de professeurs pressentis, tous les 2 extérieurs à la faculté de théologie protestante et qui, selon lui, servent un petit peu à dissimuler la volonté d'intégrer des professeurs protestants. Ces deux noms, ce sont ceux de François Picavet pour la philosophie médiévale et Émile Malle pour l'histoire de l'art chrétien. Hollard, et ça c'est bien dommage, Hollard ne dit pas qui devait être chargé du cours prévu, de la chaire prévue au Collège de France, en Sorbonne, de histoire du christianisme dans les temps modernes. Mais on peut se demander si la personnalité prévue pour cette chaire n'était pas précisément Raoul Allier, qui avait publié en 1902 un livre sur la Kabbale des dévots. Quoi qu'il en soit, ce projet échoua en raison, semble-t-il, de l'article d'Hollard. Et peu de temps après, mais c'est pour ça que j'ai dit 1906-1907, peu de temps après, dit Gaston Richard, Liard et Baillet imaginèrent donc de créer pour Allier une chaire au Collège de France qui aurait eu pour intitulé « Psychologie des phénomènes religieux ». Les explications fournies par Richard pour expliquer l'échec de cette entreprise, à savoir que le budget de cette chaire n'a pas été voté, eh bien, les explications sont tout à fait intéressantes, car selon Richard, ce sont, je cite, les rédacteurs de l'année sociologique qui intervinrent auprès de la commission budgétaire pour faire capoter le projet. Comprenons donc, à l'ombre de Durkheim, des savants tels que Meillet, Mauss ou Hubert. C'est donc clairement, pour résumer, une contre-attaque durkheimienne qui fit échouer
un projet de création d'une chaire de psychologie religieuse au Collège de France, destinée à un protestant libéral qui avait soutenu la séparation des Églises et de l'État et qui, d'une certaine façon, devait sans doute en être récompensé. Et je dis ceci, bien sûr, sans préjuger des mérites personnels qui existent, bien sûr, de Raoul Allier. L'opposition entre tenants d'une histoire psychologisante des religions, indissoluble dans la sociologie, et sociologie durkheimienne, atteignit son apogée lors de l'élection, évidemment, d'Alfred Loisy en 1909. Cette élection, l'une des mieux connues et des plus commentées de l'histoire du Collège de France, et elle fait même l'objet de la couverture du programme et de l'affiche, a fait l'objet de savantes études. Elle nous sera présentée demain par Anne-Lise Lannoy. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, je ne la connais pas encore. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail et je me contenterai de rappeler quelques faits indispensables et puis de quelques considérations pour suggérer que l'affrontement entre ces deux conceptions de l'histoire des religions, en gros la sociologique et puis la psychologisante, ne doit à peu près rien ou ne devait à peu près rien au contexte de séparation et qu'au sein de la communauté scientifique en tout cas, pas forcément vu de l'extérieur, mais au sein de la communauté scientifique, elle reléguait au second plan l'apparent affrontement entre cléricaux et anticléricaux. Donc on peut retenir 3 dates pour cette fameuse élection. Excommunication de Loisy le 7 mars 1908, désignation en première ligne lors de l'Assemblée du 31 janvier 1909, leçon inaugurale le 3 mai 1909. Figure de proue du modernisme, désormais donc séparé de l'Église catholique, Loisy était devenu une sorte de héros pour le courant républicain, anticlérical, qui voyait en lui une sorte de victime de l'Inquisition romaine et de martyr de la science. Il ne faut pas sous-estimer ici le rôle de la marquise Arconati Visconti, la fille d'Alphonse Peyrat, journaliste républicain et grand opposant de Napoléon III. La marquise Arconati Visconti, qui prend donc ce nom après son mariage, elle-même dreyfusarde de premier plan et viscéralement anticléricale, amie intime par ailleurs du petit père Combes. La marquise pesa de toutes ses forces en faveur de Loisy. Elle avait de solides amitiés au collège, Joseph Bédier, Louis Havet, Alfred Morel-Facio, Abel Lefranc. En 1905, elle avait obtenu pour l'un de ses meilleurs amis, Gabriel Monod, la création d'une chaire quinquennale au collège, financée sur ses propres deniers, afin de permettre à Monod de venir parler de Michelet. Loisy explique dans ses mémoires, et c'est pour ça que je rappelle cet épisode, Loisy explique dans ses mémoires que la marquise envisageait, en cas d'échec de la candidature de Loisy, donc, de créer pour lui une autre chaire du même type, mais cette fois-ci décennale, et entièrement financée par elle. La condition ecclésiastique de Loisy jusqu'en 1908 joua évidemment un rôle clé dans l'élection. Certains y virent à tort un obstacle possible. Ainsi, Philippe Berger, hébraïsant, successeur de Renan au collège, qui prévint en effet Loisy que, je cite, « sa robe était un obstacle », alors même qu'il était excommunié, il lui dit ça, mais il lui dit que sa robe était un obstacle. Même remarque dans un texte très intéressant de Salomon Reynac, dans une lettre à Loisy, Salomon Reynac, qui joua dans toute cette affaire un rôle assez trouble et qui attribuait le refus d'élire un prêtre à Renan. Voici ce qu'écrit Salomon Reynac. « Le malheur, c'est la faute que le gouvernement a commise il y a 2 ans en écartant le père Chelles, au nom d'un prétendu principe posé par Renan. Vous concevrez combien cela complique une situation qui, sans cela, comporterait une solution évidente. » Alors on aurait tort, ceci étant, de réduire l'élection de Loisy à un combat des anticléricaux contre les cléricaux. Georges de Foucart, qui avait le soutien, qui était donc l'égyptologue et 3e candidat important dans cette élection, qui avait le soutien bien sûr des cléricaux, n'arriva d'ailleurs qu'en 3e position. Et si les soutiens de Mauss se reportèrent vers Loisy à partir du 3e tour, avec une sorte de front commun contre le cléricalisme, il n'empêche que les 2 camps restaient fermement opposés. Et je voudrais à cet égard citer quelques phrases saisissantes dans une lettre de la marquise Arconati Visconti au milieu du processus électoral, au début plutôt, dans quelques phrases de la marquise Arconati Visconti adressées à Loisy le 30 juin 1908. Dans cette lettre inédite, la marquise écrit ceci : « Mauss se remue beaucoup, mais il n'a nullement l'envergure nécessaire. Il s'occupe beaucoup plus de socialisme unifié que de science. On le dit intelligent, mais c'est un sociologue, beaucoup plus qu'un historien. Et l'histoire des religions doit être traitée au point de vue historique avant tout.
C'est une lapalissade que les sociologues méconnaissent. Je me méfie passablement des sociologues. Ils revêtent d'ordinaire de formules solennelles et pseudo-scientifiques d'inutiles lieux communs. L'élection de Loisy eut évidemment contre elle toute la presse catholique. Elle fit beaucoup de bruit, mais elle ne fut pas remise en cause par le ministère, et il ne semble pas qu'il en ait même jamais été question. Un dominicain au Collège de France posait problème à la République anticléricale, mais un prêtre excommunié lui rendait plutôt service. Donc quelques considérations générales pour conclure. Il serait assurément réducteur d'interpréter toutes les luttes idéologiques, c'est mon premier point, impliquant avant la Première Guerre le Collège de France, ses professeurs, leurs adversaires et le gouvernement de la République, la tutelle, en termes d'affrontements entre cléricaux et anticléricaux. Cette opposition, qui existe évidemment, fut brouillée ou compliquée en permanence par l'hostilité de moins en moins déguisée entre les tenants d'une approche psychologique et phénoménologique de la religion et les sociologues durkheimiens. Les tensions liées à la séparation des Églises et de l'État ne peuvent donc être étudiées sans prendre en compte la sociologie, qui est donc le troisième acteur à ce moment-là de l'histoire des religions. Il reste que le Collège de France fut confronté au problème de l'enseignement des religions ou de l'enseignement par des religieux durant tout le XIXe siècle et particulièrement à partir des années 1870. Comme je l'ai rappelé, si nombre de professeurs étaient catholiques, aucun prêtre n'enseigna au collège entre la Révolution et la Première Guerre. J'espère ne pas me tromper, je ne crois pas, mais on verra. Il me semble possible d'expliquer cette situation de la façon suivante. D'abord, avant la Troisième République, les ecclésiastiques disposaient d'enseignements publics dans le cadre du régime concordataire. Rares étaient par ailleurs, à cette époque, ceux d'entre eux qui avaient adopté dans leurs recherches une méthode critique ou positive, comme on disait alors. Puis, sous la Troisième République, la situation évolua notablement pour au moins trois raisons. Premièrement, la suppression du budget des facultés de théologie catholique en 1885, première étape d'une séparation qui ne disait pas encore vraiment son nom, expulsa de fait les prêtres du haut enseignement public. Mais les effets ne semblent guère s'en être fait sentir au Collège de France, alors qu'ils touchèrent de plein fouet l'école pratique des hautes études, où fut alors créée, grâce à ce même budget, une section des sciences religieuses qui accueillit, dès ce moment-là, généreusement, des pasteurs et des rabbins, mais pas des prêtres catholiques. Les conséquences de la suppression du budget des facultés catholiques eussent été bien différentes pour le collège si Renan, qui préconisait de ne pas créer une cinquième section, mais d'intégrer les nouvelles chaires au Collège de France, à la quatrième section et à la faculté des lettres, à la Sorbonne, si Renan, donc, avait été écouté. Mais il ne le fut pas. Deuxième point, l'arrivée au premier plan, à la fin du XIXe siècle, d'ecclésiastiques, non seulement érudits, mais encore rompus aux règles de la critique et parfaitement conscients de la nécessité de séparer la science positive du discours apologétique, cette arrivée au premier plan de ces ecclésiastiques est un phénomène important et peut-être insuffisamment étudié. Des savants tels que Pierre Batiffol, Louis Duchesne évidemment, ou encore Marie-Joseph Lagrange, ces savants n'enseignèrent cependant jamais au Collège de France et la question ne se posa pas, je pense. Troisième point, l'école pratique des hautes études, qui fit irruption dans le haut enseignement à partir de 1868, attira vers elle un nombre important d'étudiants engagés dans une carrière ecclésiastique. Je pense par exemple, parce que je vais éditer ces lettres bientôt, à quelqu'un qui est qui est surtout connu des médiévistes, mais quelqu'un comme André Villemard, qui devient moine bénédictin et qui écrit des lettres d'admiration et de reconnaissance à son maître, qui est le plus anticlérical des anticléricaux, Louis Havet. Donc, le PHE attira un certain nombre d'étudiants engagés dans une carrière ecclésiastique et elle recruta parfois même des prêtres, y compris, et le fait est extrêmement notable, pour enseigner des matières qui étaient considérées comme trop sensibles au Collège de France. Je pense ici évidemment au recrutement de Louis Duchesne à la 4e section en 1885 pour un enseignement d'histoire de l'Église. Le Collège de France, en revanche, n'alla pas aussi loin. Sans doute était-il prêt à accueillir tel ou tel ecclésiastique dans ses rangs, mais il ne le fit pas, et cela pour au moins deux raisons concomitantes. D'une part, la vigilance des gouvernements anticléricaux à l'égard du collège, de toute évidence considéré comme une institution beaucoup plus exposée que l'école pratique, et d'autre part, un consensus tacite, peut-être renanien, sur le fait que les savants restés au sein de l'Église, s'ils travaillaient sur l'histoire du christianisme, ne devaient pas être recrutés.
Le même consensus tacite explique sans doute que si l'on enseignait au collège l'histoire des religions depuis 1880, on ne s'occupait guère de l'histoire de l'Église et encore moins de celle des pratiques et des sentiments religieux, je veux dire dans le monde catholique, bien sûr, et cela en particulier après les premiers siècles de notre ère, ce qui s'appelle le Moyen-Âge. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que des prêtres purent être recrutés comme professeurs à part entière au Collège de France. Ce fut le cas de l'abbé Rousselot en 1923 sur une chaire de phonétique expérimentale, puis de l'abbé Breuil, dont il sera question demain, en 1929 sur une chaire de préhistoire, et enfin du chanoine Drioton en 1957 pour un enseignement en égyptologie. Quant à Teilhard de Chardin, on sait que ce sont ses supérieurs qui lui interdirent le Collège de France. Mais reprenez la liste que je viens de donner, même après la Première Guerre mondiale, voire la Deuxième, phonétique expérimentale, préhistoire, égyptologie, comme le montre bien cette énumération, tous ces enseignements se situent toujours à une distance respectable de l'histoire de l'Église et du christianisme. Je vous remercie de votre attention.